Voilà. C'est bon pour vous ou pas? Vous voyez tous? Ouais. OK. Comme Juliette vous le disait tout à l'heure, cette présentation va vraiment porter sur à la fois, en gros, comment on devrait réagir face à l'urgence, notamment dans le contexte actuel. On va aborder à la fois les mesures qui vont être mises en place. On va aborder également la question des plans de trésorerie. Je sais que c'est pas le thème le plus sexy du monde, mais c'est important dans ce contexte-là. Et puis, on va revenir rapidement également sur tout l'écosystème d'accompagnement. Il y a vous connaissez le DLA, mais il y a certains autres acteurs sur lesquels vous pouvez vous appuyer aussi pour avoir du conseil. Donc voilà globalement ma présentation. Et voilà. Ma présentation, donc comme je vous le disais, elle s'appuie excusez-moi, sur une boîte à outils que le CRDLA Financement et France Active a construit et donc met à jour régulièrement. Cette boîte à outils, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle centralise, si vous voulez, toutes les informations liées aux mesures qui sont mises en place dans le cadre de la crise sanitaire. On la met à jour vraiment une fois par semaine puisque comme je vous le disais tout à l'heure, ça bouge très très vite et donc il y a un besoin de mise à jour régulière. Il y a un deuxième élément aussi, c'est comme je vous le disais, mais je tiens à le souligner encore, c'est qu'il y a une centralisation de l'information. Ça, c'est important puisque ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait vraiment, enfin, tout le monde reçoit énormément d'informations à gauche, à droite de différentes structures, des newsletters, etc. Nous, on a décidé voilà, de centraliser toute cette info pour que ce soit le plus lisible possible. Et il y a un autre élément également que je voulais évoquer avec vous sur cette boîte à outils. Je vais vous mettre ça dans le chat tout de suite. C'est que en fait, on va traiter aussi bien des questions, enfin des structures ESS, donc de l'associatif, etc., des entreprises sociales, mais aussi des petites TPE très classiques que l'on accompagne dans le réseau France Active. Donc, c'est vraiment une veille très globale. Et enfin, voilà, on essaye aussi de revenir sur les mesures mises en place par les régions. Alors, vous allez trouver quelques éléments sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais les évoquer tout à l'heure. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, hein, puisque c'est un gros boulot quand même d'aller pêcher de l'information au niveau local, mais on essaye de faire au mieux de ce point de vue-là. Dans la boîte à outils, en fait, elle est organisée en 4 parties. Une partie sur les mesures fiscales et sociales. Donc là-dedans, vous allez retrouver, je vais y revenir, hein, les reports de charges, etc., l'activité partielle, les financements, que ce soit les aides ou les financements en dette, en prêt ou autre. Et puis, tout un panorama des acteurs de l'accompagnement. Et enfin, une partie vraiment consacrée voilà, à quelques éléments, à quelques mobilisations phares des acteurs un peu de la solidarité. On pense que c'est important aussi dans le contexte actuel de pouvoir valoriser des initiatives qui sont vraiment salutaires. Voilà. Donc voilà l'adresse de la boîte à outils. Alors du coup, je fais un peu de mal à naviguer sur le chat. Alors si vous voulez, je vais vous envoyer les liens après, parce que là, je galère un peu. Mais en tout cas, Oui, 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 cette t'inquiète boîte pas. à Je outils. peux me le poster, Axel, sur le chat. Pardon? Je peux le poster sur le chat. Ouais, tu le trouves ou pas? Oui, je Ok, vais super. Merci. Donc voilà, on s'est basé un peu là-dessus pour cette présentation. Alors ça passe pas. Tac, excusez-moi. Autre élément hein, sur cette présentation, on a décidé avec Juliette et Karine de pouvoir vraiment flécher ou en tout cas faire un focus vraiment sur la question de la trésorerie. Pourquoi? Parce que, enfin, au cours de cette présentation, parce que en fait, on s'appuie. Enfin, là, je vous cite une enquête hein, du mouvement Asso et de recherche et solidarité, parce que ce qu'il est sorti de ces enquêtes auprès des associations, c'est qu'il y avait
alors une grosse inquiétude hein, sur notamment évidemment l'impact de la crise sur les modèles économiques. Mais ce qu'il en est ressorti également de cette étude, c'est que les besoins, on pouvait s'en douter, étaient surtout liés à des questions de financement de court terme, c'est-à-dire de trésorerie, comment en gros on survit au cours de ces mois, quoi, parce que c'est pas évident. D'où l'idée en fait de structurer cette présentation en 3 parties. Une première partie qui va traiter des outils et plus particulièrement du plan de trésorerie. C'est pas le plus sexy, mais ça sert vraiment beaucoup. Et je vais essayer de vous démontrer ça, même si c'est pas évident, mais je vous assure que c'est très utile dans le contexte actuel. Deuxième partie, là, qui va s'appuyer sur la boîte à outils dont je vous parlais tout à l'heure. En gros, tous les dispositifs mis en place pour aider les associations à sortir la tête de l'eau, en tout cas dans un premier temps. Donc, c'est la deuxième partie, les leviers activés en cas de difficulté. Et puis, une troisième partie un peu plus courte sur les autres acteurs de l'accompagnement au-delà du DLA. Donc voilà. Donc si vous le voulez bien, moi je vais commencer du coup sur la première partie, sur la question du plan de trésorerie. Je pense que, enfin, on était tous d'accord hein, avec Juliette et Karine pour souligner que un plan de trésorerie c'est pas une contrainte. Hein, c'est vraiment, on parle vraiment d'outils, quelque chose qui va vous permettre de voir un peu plus clair au niveau de votre situation, au moins à court terme et dans les mois qui suivent. Alors, juste quelques éléments. Hein, pourquoi on construit un plan de trésorerie, à quoi ça sert? Un plan de trésorerie, déjà, de manière générale, les outils financiers, ça aide vraiment à objectiver votre situation. Ça aide à lever la tête du guidon et de voir où on en est. Et je pense qu'avoir des idées claires, ça permet aussi de se projeter plus facilement dans le futur. Notamment, ça permet de piloter sa structure plus facilement. Dans un contexte de crise, justement, c'est très important. Puisque, en fait, ce qu'on constate, c'est que quand on est en difficulté, de manière générale, hein, pas seulement sur la crise, je ne parle pas seulement de la crise actuelle, c'est quand on va demander par exemple un financement à la banque, quand on va aller voir des partenaires financiers notamment, en fait souvent ils vont vouloir avoir quelques éléments de votre situation. Un banquier typiquement, en gros la relation avec le banquier c'est vraiment basé sur de la confiance, de la transparence. Et en gros si vous êtes capable de sortir un état des lieux de votre trésorerie au banquier, déjà, vous allez gagner en crédibilité. Ça veut dire que pour lui, vous avez fait ce travail d'état des lieux. Et puis, en plus, vous allez aussi donc pouvoir plus facilement communiquer avec tous ses partenaires financiers, y compris la banque. Et puis, ça va vous permettre également de savoir quand est-ce que vous allez mobiliser les outils. Typiquement, par exemple, vous faites un plan de trésorerie et vous allez voir que en septembre 2020, admettons, vous allez avoir un solde négatif. En gros, vous avez plus de sorties que d'entrées dans votre compte bancaire. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous allez pouvoir, vous allez présenter ce document au banquier, vous allez demander, écoutez, moi j'ai besoin d'un découvert. Et là, le banquier comme vous êtes capable d'objectiver votre situation, le banquier va avoir beaucoup plus confiance et vous accorder plus facilement un découvert bancaire. Donc, c'est vraiment très important de pouvoir construire cet outil-là. Un plan de trésorerie, c'est pour tous les entrepreneurs. Ça, c'est très important pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et en fait, c'est un outil d'autant plus important qu'on ait une structure avec peu de marge de manœuvre. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Marge de manœuvre financière, c'est-à-dire à chaque fois, on finit un peu juste à la fin du mois ou sur certains mois, c'est un peu compliqué, etc. C'est très important d'avoir une vue quand on est vraiment un peu juste au niveau de la trésorerie sur certains mois, etc. Donc, c'est quelque chose vraiment qui pourra vraiment vous servir. Et cela d'autant plus que vous avez parfois des situations de trésorerie un peu tendues.
Et puis, deuxième élément hein, sur cette chasse aux idées reçues, un plan de trésor, c'est vraiment, enfin, c'est pas si compliqué que ça, comparé à d'autres éléments que vous avez sûrement, dont vous avez sûrement entendu parler, comme les budgets prévisionnels, comme les comptes de résultats, comme les bilans. C'est des choses beaucoup plus complexes à faire. Un plan de trésorerie, vous allez le voir, en fait, c'est assez simple et c'est très instinctif. Hein, c'est de l'argent qui rentre sur un compte et de l'argent qui sort sur un compte. L'idée, c'est pas non plus c'est voilà, de faire un point sur les entrées et les sorties sur vos comptes bancaires. Donc, ça va pas plus loin que ça. Alors des états financiers, vous devez classer toutes les dépenses selon diverses catégories. Une catégorie, vous allez mettre au bilan, une autre catégorie, ce qui est beaucoup plus complexe. Et petit élément, donc voilà à peu près sur le plan de trésorerie. Petit élément un peu pour la crise actuelle, hein, l'idée c'est que aujourd'hui, dans une situation un peu d'urgence où voilà, votre trésorerie, les comptes bancaires et tout ça, c'est toujours un peu tendu et encore plus en ce moment. Quand vous allez construire un plan de trésorerie, l'idée c'est de faire très simple et de ne pas se noyer dans les détails. Je vais y revenir tout de suite après. Alors, qu'est-ce qu'un plan de trésorerie? Comme je vous le disais, et je ne vais pas du coup me répéter, enfin, quoique peut-être que si, mais globalement, c'est deux choses. C'est un ensemble de recettes, ou plutôt des encaissements, et un ensemble de décaissements d'une entreprise, peu importe, hein, que ce soit ESS ou pas, mois par mois sur 12 mois. On peut faire un plan de trésorerie sur 24 mois également, mais en ce moment, on le fait plutôt sur 12 mois pour que ce soit plus rapide. L'idée, c'est vraiment d'avoir sur un même fichier, en gros, l'ensemble de vos encaissements. C'est quoi? C'est des cotisations, c'est des subventions, c'est des prêts, etc. Et puis des décaissements qui vont être des remboursements de prêts, par exemple, ou des achats de matières premières, par exemple aussi. Donc tout ça, c'est, comme je vous le disais, c'est assez instinctif en fait, ce qui rentre et ce qui sort de votre compte bancaire. La différence en fait entre les deux, c'est ce qu'on appelle un solde de trésorerie. Et c'est à partir de ça que vous allez pouvoir mesurer un peu vos besoins de financement et sur quel levier vous allez pouvoir jouer pour mettre votre trésorerie à l'équilibre et puis vous en sortir. Alors, un solde de trésorerie peut être positif ou on peut dire excédentaire. Ça veut dire que les recettes, en gros, ce que vous allez encaisser, est supérieur aux dépenses, c'est-à-dire ce que vous allez décaisser. Donc, il peut être positif ou négatif, ce qu'on appelle aussi déficitaire. Voilà. Et c'est en fait ce qui est vraiment intéressant dans ces plans de trésorerie, en fait, c'est quand il va être, admettons, à un mois donné, vous allez être en déficit ou vous allez avoir un solde de trésorerie négatif, c'est là que vous allez pouvoir activer certains leviers. Je pense à des découverts ou à des facilités de caisse hein, auprès de la banque. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que tout ça, c'est très différent d'un compte de résultat, d'un compte de résultat prévisionnel, d'un bilan, etc. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, attention. Alors, qu'est-ce qu'on met dans un plan de trésorerie? Là, je rentre un tout petit peu plus dans le concret. Et de toute façon, Juliette et Karine seront là vraiment pour vous accompagner sur ce sujet-là. Hein, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'est un plan de trésorerie, à quoi ça sert. Donc, je vais vous donner quelques éléments un peu concrets hein, sur ce qu'on met dans un plan de trésorerie. Donc, c'est organisé en mois par mois. Et à chaque mois, vous allez mettre ce qui va rentrer et ce qui va sortir. Alors, dans ce qui va rentrer, c'est-à-dire ce qu'on appelle les encaissements, vous allez mettre tout ce qui provient des ventes ou des prestations de services, ce qui vient également de la TVA collectée, puisque pour les associations, je pense aux associations notamment fiscalisées ou en tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la TVA, en fait, c'est une avance que vous faites à l'État. Parfois, vous allez devoir
rembourser à l'État. Parfois, l'État va devoir vous rembourser. Enfin, c'est des questions un peu plus complexes sur lesquelles Juliette et Karine pourront revenir dans le cadre notamment d'un accompagnement. Alors, si on met un peu de côté cette question de la TVA qui est un peu plus complexe, donc dans les encaissements, vous avez trouvé les ventes, les prestations, les cotisations, les cotisations de vos membres, etc., les subventions, les prêts. En gros, tout ce qui rentre vraiment sur votre compte bancaire. Dans ce qui sort, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est remboursement de prêts, des achats de matières premières ou de fournitures, quand vous allez acheter, je ne sais pas, du papier, des crayons, etc. Ça, typiquement, c'est quelque chose, ça va être des sorties d'argent de votre compte bancaire. Donc tout ça, il faut l'inscrire et pourquoi pas l'anticiper dans un plan de trésorerie. Alors dedans, on trouve évidemment les loyers, les salaires, les cotisations sociales. Alors, peut-être un petit point d'attention sur le plan de trésorerie. Vous vous rappelez qu'il y a peut-être à l'instant, je vous ai dit tout ce qui rentre et qui sort de votre compte bancaire. Ce qui n'est pas le cas, en fait, par exemple, quand on parle d'amortissement, de provision, de reprise sur provision, tout ça, ça ne rentre pas et ça ne sort pas du compte bancaire. Donc, tout ça, on ne l'inclut pas dans le plan de trésorerie. Faites très attention. Les amortissements, provisions, tout ça, ça va dans le compte de résultat qui est très différent et qui est un peu plus complexe, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment concrètement de mettre ce qui rentre et ce qui sort de votre compte bancaire. Voilà, globalement. Alors, on a aussi beaucoup de questions quand on fait des plans de trésorerie avec des entrepreneurs. Et la principale, c'est où est-ce que je vais trouver l'information et comment je le complète. Donc là, on a bien compris le principe du plan de trésorerie, mais l'idée, c'est aussi d'avoir quelques informations. Alors là, on vous donne quelques astuces, peut-être qui feront se tirer les cheveux certains comptables et experts comptables. En période d'urgence, le but, c'est vraiment de faire au plus vite et au plus efficace. L'idée, ce n'est pas de faire prendre une semaine pour faire un plan de trésorerie, c'est de le faire assez rapidement. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un état des lieux un peu global de votre situation sur 12 mois. Alors, par exemple, donc, pourquoi je dis ça? Parce que du coup, vous n'avez pas forcément besoin de calculer et d'anticiper au jour près des dépenses ou des montants. L'idée, c'est que il faut être vraiment très pragmatique au moment de compléter votre plan de trésorerie. Par exemple, si vous n'avez pas d'éléments sur des petites dépenses, je parlais tout à l'heure des papiers et crayons, évidemment, vous n'allez pas chercher les achats à la virgule près, de faire des hypothèses, etc., sur des petites dépenses ou des petites recettes. L'idée, c'est, par exemple, pour aller plus vite, vous regardez un peu sur l'historique combien vous en avez acheté en moyenne par an, peut-être, ou l'année dernière, par exemple, et puis vous le lissez sur 12 mois. Typiquement, sur les petites dépenses et les petites recettes. L'idée, c'est que comme c'est des sommes assez petites, ça n'a pas trop d'impact sur votre plan de trésorerie. Donc, finalement, les enjeux ne sont pas très, très forts. D'autre part, pareil, sur les éléments, il ne faut pas hésiter non plus à établir des hypothèses sur la base de l'historique. Admettons, par exemple, vous faites, je pense à beaucoup d'activités très saisonnières. Vous savez que vous faites beaucoup de recettes, par exemple, au mois de juillet, août. Et bien, du coup, basé en gros sur votre plan de trésorerie, vous mettez une partie des recettes sur juillet-août. Donc, il faut vraiment se baser sur l'hypothèse d'historique, en fait. Pareil sur le versement d'une subvention. Quand est-ce que d'habitude, vous avez donc un partenariat fort, par exemple, avec une collectivité territoriale qui vous verse une subvention? D'habitude, vous voyez que sur l'historique, elle vous verse ça peut-être alors une en mars et une autre en septembre. Typiquement, vous pouvez compléter votre plan de trésorerie sur ces 2 mois. Enfin, mettre votre subvention sur ces 2 mois-là. Donc, il ne faut pas hésiter du coup à vraiment se baser sur votre historique aussi. Et puis, deux petits points d'attention, notamment sur la saisonnalité.
Faut faire assez attention. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Moi, j'aimerais juste revenir sur la question des délais de règlement et de versement de subventions. Attention, les prestataires, enfin, ça vous le savez très bien, mais il faut bien le prendre en compte dans le plan de trésorerie. Par exemple, quand vous avez des clients, il y a souvent des délais de règlement. Enfin, en général, quand c'est des particuliers, il n'y a pas de délai de règlement. Mais quand c'est, je pense, à des collectivités ou même à des clients entreprises privées, il y a souvent des délais de règlement. Donc, ce n'est pas parce que vous avez émis une facture que vous allez encaisser l'argent directement. Souvent, ce qu'on constate, c'est, voilà, alors légalement, c'est 60 jours, mais parfois, ça peut être beaucoup plus long. Pareil sur le versement des subventions. Ce n'est pas parce que vous avez une notification que vous allez recevoir, et ça, vous le savez très bien, hein, beaucoup mieux que moi. Mais l'idée, c'est vraiment de prendre ça en compte dans votre plan de trésorerie. Donc, si vous avez une notification de subvention ou une émission de facture au mois de mars, bah, essayez de voir, vous comptez peut-être un mois, délai de règlement, bah, vous le mettez en avril. Hein, c'est vraiment l'idée, hein, comme je vous le disais, de bien voir ce qui va rentrer ou pas dans vos caisses à un moment donné. Et puis, dernier point d'attention qui tient beaucoup plus au contexte actuel, voilà, il y a une baisse d'activité, il y a une augmentation des délais de règlement, hein. C'est ce qu'on constate en tout cas entre entreprises. Les entreprises tirent beaucoup sur les délais de règlement, donc attention à bien prendre en compte cet élément-là. Et pareil, hein, prenez en compte les mesures spécifiques qui ont été mises en place. Là, je pense typiquement, et je pense que ça concerne beaucoup d'associations avec des salariés, typiquement sur l'activité partielle. L'activité partielle, c'est, enfin, vous allez avancer l'argent. De toute façon, vous allez décaisser l'argent à un moment donné. L'État vous rembourse au bout d'un moment, mais vous allez décaisser avant. Donc, il faut faire très attention à ne pas se dire, voilà, je complète mon plan de trésorerie, bah, je ne compte pas les salaires puisque l'État, en fait, à travers l'activité partielle, me permet de ne pas avoir de reste à charge. Au contraire, justement, vous allez devoir avancer l'argent. Donc, admettons, je dis avancer l'argent fin mars, vous allez être remboursé 10 jours après. Donc ça, sur les salaires, par exemple, vous allez mettre en décaissement un salaire et en encaissement le mois suivant le remboursement de l'État. Donc, je ne sais pas si vous voyez à peu près ce dont je veux parler, mais il faut faire très attention à ça. Donc, plus globalement, dans les plans de trésorerie actuellement, il faut aussi prendre en compte les mesures qui ont été mises en place dans le cadre de cette crise. Je vais y revenir tout de suite après. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Oui, il y a quelques éléments hein, pour remplir votre plan de trésorerie. Hein. Les indispensables, c'est voilà, soit un budget prévisionnel si vous en avez, sinon vous prenez le compte de résultat de l'année précédente ou encore plus simplement vos relevés bancaires. Vous prenez tout, vous prenez vos relevés bancaires et je pense que c'est un bon exercice aussi pour se rendre compte de à quel moment on était dans le rouge l'année dernière, etc. Et puis, les relevés bancaires vont vous permettre de compléter et d'émettre vos hypothèses, de partir de votre solde de trésorerie au tout début. Enfin, voilà. En gros, si vous avez plus, enfin, si vous le sentez pas, si vous n'avez pas de budget prévisionnel, si vous ne le sentez pas de travailler sur un compte de résultat, travaillez uniquement sur vos comptes bancaires. Donc, vous allez prendre ceux de 2019 et puis ceux du début de 2020. C'est l'élément le plus simple. Hein. Je crois qu'on a perdu Axel. Oui, il me semble qu'on a perdu Axel. Je vais essayer de le contacter pour voir.
Il peut... Ah, Axel, c'est bon, te revoilà. Attends un instant. Je suis désolé, ça s'est déconnecté. Parfois, mon Internet bug un peu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça et je peux essayer d'y répondre si vous le souhaitez. Je vois dans le chat que Laetitia avait une question. Est-ce que tu Ouais. peux la formuler plus précisément, Laetitia, s'il te plaît, parce que je me souviens plus du moment où tu la posais sur les dettes URSSAF, s'il te plaît. Pardon, Laetitia, chargée de DLA pour la Loire. On a d'ailleurs 2 structures, il me semble, Saint-Étienne présente avec nous. Alors, peut-être anticiper peut-être l'explication sur les dettes, à moins que Laetitia, tu veuilles prendre la parole. Rapidement, en fait, Oui. c'est parce que je remplissais en fait un plan de trésorerie justement avec une structure là. Et Ouais. notre grande question, c'était du coup, il avait fini 2019 du coup avec des dettes URSSAF et on ne savait pas où les mettre. Est-ce qu'il fallait qu'on les mette dans le plan de trésorerie ou pas, sachant qu'effectivement, il allait être amené à les rembourser au cours de l'année. Oui, tout à fait. Faut les mettre à partir du moment où à partir du moment où ça va être décaissé. C'est des dettes URSSAF. Donc, qui dit dette dit paiement à un moment donné. Alors après, il se peut que vous n'ayez pas de date précise sur la demande de l'URSSAF de payer les dettes. Ce qui peut être intéressant, mais je pense qu'il ne faut pas. Alors, c'est dans la façon dont on complète le solde de départ du plan de trésorerie. Oui, vous pouvez le mettre vraiment en rappel. C'est important, oui, effectivement. En début de comment dirais-je, de plan de trésorerie. En gros, vous le commencez, admettons, en janvier. Pour l'avoir en tête, vous mettez quand même les dettes URSSAF, puisqu'il va falloir les rembourser à un moment donné. Soit vous faites ça, soit, et je pense que c'est le mieux, c'est d'émettre une hypothèse et de savoir quand est-ce que vous pourriez éventuellement payer cette dette. Mais de toute façon, il va falloir la payer et donc il va falloir le mettre sur le plan de trésorerie. Voilà. Je ne sais pas si la réponse est satisfaisante, mais c'est impératif de le mettre dans le plan de trésorerie dans tous les cas. En émettant des hypothèses, par exemple, est-ce que ça, je vais le payer plutôt en avril, en mai et puis voilà, et c'est la même question sur les reports de dette. Actuellement, peut-être que vous en avez fait la demande, mais les reports de cotisations sociales, bon là c'est plus simple puisque c'est reporté en général sur 3 mois. Parfois c'est suspendu, mais si c'est reporté, vous reportez vos cotisations sociales 3 mois plus tard. Par exemple, vous avez un report, un report de cotisation sur mai. Donc, vous n'allez pas payer en mai vos cotisations, mais vous allez les payer dans 3 mois, c'est-à-dire en mai, juin, juillet, août. Voilà. Donc, vous le mettez dans votre plan de trésorerie, vous le mettez en août. Voilà. Exactement, ouais. C'est exactement ce que tu dis, Laetitia. C'est que vous savez que vous avez des dettes sur ça, vous savez pas quand les payer. Et en fait, en faisant un plan de trésorerie, vous allez voir que en fait, sur certains mois, c'est pas. Vous allez, admettons, pas pouvoir le payer en mai. Enfin, toute cette dette-là qui s'accumule, vous n'allez pas pouvoir la payer en mai. Vous pouvez utiliser ce plan de trésorerie justement pour aller voir les URSSAF et dire écoutez, là, pour moi, c'est vraiment impossible que je rembourse ça. Est-ce qu'on peut faire un rééchelonnement? Est-ce qu'on peut lisser cette dette, ces cotisations sur plusieurs mois? Ça va être un instrument, comme je le disais tout à l'heure aussi sur le banquier, etc. C'est vraiment un instrument de communication, une négociation avec vos partenaires, y compris URSSAF. Si on peut appeler URSSAF un partenaire, c'est tout à fait possible. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions
sur le sujet. Je peux continuer. Je reprends mon partage d'écran. Super. Là maintenant, enfin, là on a vu les plans de trésorerie. Je vous ai un peu parlé du contexte actuel. Il y a pas mal de choses qui bougent dans le contexte actuel. Et comme vous l'avez, enfin, j'ai essayé d'argumenter, mais en tout cas, c'est très important d'avoir ce plan de trésorerie. C'est relativement simple à faire comparé à d'autres états financiers. Donc, c'est quelque chose qui peut s'utiliser rapidement. C'est très opérationnel. C'est le plus important. Ce plan de trésorerie, en fait, il va vous permettre d'activer des leviers en cas de difficulté. Et ces leviers, ils sont nombreux dans le cadre de la crise actuelle. Je vous fais un petit topo, je vous en ai parlé très rapidement. En fait, globalement, ce qu'on constate, en tout cas sur la trésorerie, donc je vous le dis encore, c'est vraiment à court terme pour l'instant, il y a deux aspects, que ce soit deux impacts forts, évidemment, ça vous pouvez vous en douter. Que ce soit vraiment pour toutes les structures, ESS ou pas, ou artisans ou PME, peu importe. C'est à la fois une baisse d'activité. Ça, je pense par exemple aux assos qui font de la prestation, typiquement de la formation ou de l'événementiel. On le constate tout de suite, baisse d'activité. Donc ça, c'est le premier impact. Il y a aussi, et ça c'est le plus évident peut-être, il y a un autre impact assez fort, et ça on le constate pour des entreprises qui ont un modèle un peu plus marchand, donc qui font un peu plus de prestations, qui vendent qui font par exemple les recycleries, etc., qui vont vendre des choses à des clients. En fait, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'entreprises qui sont en relation notamment avec d'autres grosses entreprises, en fait, voient leur délai de paiement augmenter. Alors ça, ce n'est pas anodin puisque ça tire aussi sur votre trésorerie. Donc, la baisse d'activité, c'est quelque chose de plutôt évident. L'augmentation des délais de paiement, ça l'est moins, mais ça, il faut bien le prendre en compte au niveau de l'impact de la crise actuelle et notamment sur votre plan de trésorerie. Alors, ce qu'on constate globalement, en fait, à court terme, en fait, pour votre trésorerie, il y a peut-être trois gros leviers. Et du coup, ça va un peu irriguer, entre guillemets, la présentation qui suit. Je vais essayer de faire rapide. Premier levier, c'est reporter ou réduire ses charges fixes. Juste un petit élément de définition. Charge fixe, c'est des charges qui ne dépendent pas de votre activité. Une charge fixe, ça peut être un loyer, ça peut être un salaire, ça peut être des cotisations. Les charges variables, au contraire, vont dépendre de votre activité. Donc, typiquement, vous êtes une recyclerie, vous allez acheter de la matière première, et les charges, elles vont augmenter quand vous allez augmenter votre activité. Or là, du coup, c'est les charges variables, ce n'est pas très grave puisque vous n'en avez pas si vous n'avez pas d'activité. En revanche, si vous n'avez pas d'activité, vous avez des charges fixes. En gros, rien concrètement sur votre plan de trésorerie, c'est vous allez avoir des sorties d'argent, mais sans rentrée. Voilà, donc ça, c'est un premier élément, reporter ou réduire ses charges fixes. Deuxième élément pour la trésorerie, c'est accélérer ses encaissements. Donc, si vous êtes en difficulté à un moment donné, un des leviers à activer, c'est accélérer ses encaissements. Alors, je vais y revenir rapidement à travers la présentation des mesures. Et puis, troisième élément, c'est peut-être le plus instinctif, comment dirais-je, le plus évident, c'est évidemment se faire financer les trous dans la trésorerie. Alors, il y a des aides non remboursables et des prêts. Je vais y revenir tout de suite après. Et puis, donc, si vous voulez plus de détails, je vous ai parlé du centre de ressources financement. On a fait un guide qui, alors coïncidence ou pas, est sorti en janvier sur les difficultés. Donc, on revient un peu sur
sur les leviers d'action hein, qu'on peut activer en cas de difficulté de manière générale, hein, pas spécifiquement pour la crise Covid. Alors, vous rappelez peut-être un des premiers leviers, c'est accélérer les encaissements. Alors, j'ai fait un petit topo très rapide sur comment on accélère ces encaissements. Je vais vous parler tout de suite, si vous avez des clients, notamment je pense aux entreprises, évidemment, en situation normale, entre guillemets, accélérer le paiement des clients, c'est ce qu'il y a voilà, de plus simple. Hein. Les clients vont payer plus vite. Au lieu de payer à 60 jours, ils vont payer à 30 jours. Là, c'est vrai que comme c'est une crise qu'on peut qualifier de systémique, c'est-à-dire qui englobe un peu toutes les structures, c'est évidemment pas le meilleur levier à activer. Donc, c'est peut-être pas le meilleur levier à activer si vous voulez accélérer vos encaissements. Donc, peut-être que sur la question des clients, ce n'est pas le meilleur levier. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple quand vous avez un client collectivité territoriale, vous pouvez le solliciter, si vous avez un marché avec lui, vous pouvez le solliciter pour qu'il puisse verser plus rapidement en gros, le paiement des prestations que vous avez faites. Ça, c'est tout à fait possible puisque les collectivités, en général, se mobilisent plutôt bien sur ce point-là. En tout cas, certaines régions ont mis en place des procédures de paiement accélérées. Donc, c'est l'occasion peut-être de solliciter les collectivités. Plus globalement, par rapport à la question des clients, que ce soit public ou privé, il y a quelque chose qui s'appelle le médiateur des entreprises. Ça marche très, très bien. C'est un service qui dépend de Bercy, donc du ministère de l'économie. C'est quelqu'un, en gros, qui va vous aider à trouver des solutions avec votre client. Par exemple, quand votre client va payer beaucoup trop tard ses prestations, etc., vous pouvez solliciter le médiateur des entreprises pour voir s'il y a un terrain d'entente pour que chacun puisse sortir un peu bien de cette situation. Donc, pour solliciter le médiateur des entreprises, c'est assez simple. Hein, vous tapez médiateur des entreprises, vous avez deux dossiers, enfin, c'est pas un dossier, hein, c'est deux pages, deux petites pages web, des informations de base à compléter. Il vous rappellera très rapidement, en général, on dit 48 heures. Il vous recontacte rapidement et puis vous allez pouvoir échanger avec lui sur ce sujet. Je vous ai parlé des commandes publiques. Alors, il y a tout un tas Alors, il y a une ordonnance qui est sortie. Par exemple, les collectivités territoriales peuvent avancer 60% du montant du marché public. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est au-delà de la question de l'accélération des versements des sommes dues dans le cadre d'une commande publique. Donc, vous sollicitez les collectivités clientes, admettons. Il y a aussi la question de le fait que la crise sanitaire soit reconnue comme cas de force majeure. Donc, si vous n'arrivez pas à exécuter un marché public, la collectivité ne pourra par exemple pas vous donner ou vous infliger des pénalités. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, vous avez un levier commande publique, vous avez aussi les crédits d'impôt. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous perçoivent du CICE, CIR. Enfin, le CICE a été converti, mais en tout cas, le CICE sur 2019. CIR, c'est Crédit Impôt Recherche. En gros, le service des impôts a mis en place des procédures accélérées, puisque des procédures accélérées qui vont vous permettre d'encaisser plus rapidement tout ce que l'État vous doit. Dans certains cas, par exemple, l'État vous doit de la TVA. Ça, c'est important. Et justement, le plan de trésorerie, ça va vous permettre de savoir si l'État vous doit de l'argent ou pas à travers la TVA. Si c'est le cas, si vous avez de la TVA, si l'État vous doit de la TVA, vous pouvez solliciter le service des impôts. Ils ont mis en place une procédure accélérée pour vous verser le plus rapidement possible cette TVA. Donc, c'est des éléments à avoir en tête pour accélérer les encaissements. Dernier élément sur les subventions. Alors, juste, il n'y a rien de très concret là-dessus. Je vais faire un petit zoom
tout de suite dans 2 minutes sur la question des subventions. Alors, il y a certaines régions, alors pas toutes, ça va dépendre vraiment, qui vont mettre en place des procédures accélérées, des subventions pour justement soulager la trésorerie des associations. Il y a une circulaire qui est sortie il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a 2 semaines, avec un excellent décryptage du mouvement associatif, qui est là, et je vais essayer de le mettre dans le chat, à moins que Juliette, tac. Oui, je peux m'en occuper. Ouais, ok, super, merci beaucoup. Alors globalement, c'est quoi cette circulaire? Alors il y avait beaucoup d'inquiétudes des associations et je pense que vous en faites partie, sur notamment le maintien des subventions, notamment quand une action pour laquelle vous avez été subventionné n'a pas été finalisée. Ça, c'était une grosse inquiétude avec un gros lobbying du mouvement associatif qui a très bien marché. Donc, il y a une circulaire qui est sortie justement là-dessus. En gros, si vous n'arrivez pas, à cause de la crise, la crise sanitaire, vous n'arrivez pas à finir une action pour laquelle vous avez été subventionné, vous pouvez invoquer le cas de force majeure. Dans ce cas-là, le solde de subvention, ou en tout cas la subvention qui vous est due, elle est maintenue. Alors, il y a des possibilités d'aménagement, etc. La circulaire donne tout ça en détail. Mais l'idée, c'est qu'on maintient les sommes qui vous sont dues. Donc, il n'y aura pas de pénalité, il n'y aura pas de suppression de subventions, etc. Alors, attention, il va falloir aussi prouver le cas de force majeure. Je vous invite à aller voir la circulaire. Enfin, tout est bien expliqué dans la note de décryptage du mouvement ASSO. Donc, vous devez compléter un petit dossier, etc. Voilà. Il y a aussi une facilitation, en tout cas une simplification sur la question des versements d'une subvention, sans S, subvention, une coquille, désolé. Donc, par exemple, en tout cas, sur certaines subventions qui vous sont dues ou des renouvellements, vous n'avez pas besoin de compte rendu financier. Sur le versement d'un solde de subvention, les délais pour remettre le compte rendu financier est prolongé jusqu'à 9 mois. Auparavant, c'était 6 mois. Bref, il y a tout un tas de mesures, je ne les évoque pas toutes et ce n'est pas du tout exhaustif ce que je suis en train de dire. Je vous invite à aller voir cette note-là. Et puis, ce qui est intéressant, voilà, un autre dernier élément sur cette circulaire, il y a une incitation, je dis bien incitation, à l'accélération du versement des subventions. Pourquoi incitation? Puisque pour une question très juridique, en fait, tout simplement, puisque les collectivités locales ont un droit constitutionnel qui consiste à être indépendants dans la gestion de leur argent. En tout cas, la circulaire incite tous les opérateurs publics à accélérer, quand c'est le cas, le versement des subventions dues. Donc voilà, j'espère que c'est à peu près clair. Donc là, vous avez vu la question des encaissements. Comment on accélère les encaissements, comment on les pérennise, ces encaissements. Ça va vous aider. Ça, il faut le prendre en compte dans votre plan de trésorerie. Deuxième levier dont je vous ai parlé tout à l'heure, et là, je vais vraiment accélérer, c'est retarder ou réduire le décaissement de ces charges fixes. Je vous ai fait un tout petit zoom sur le cas de l'activité partielle. Je pense que vous connaissez toutes et tous peut-être ce dispositif. Je ne vais pas revenir concrètement là-dessus. Moi, j'aimerais juste évoquer le changement qu'il y a eu depuis juin. Il y a 2 cas de figure. Il y a, en gros, pour la plupart des structures, à partir de juin, l'activité partielle continue, sauf que l'État, comme vous le voyez à la dernière phrase de la présentation, en fait, l'État, avant, il prenait en charge 100% du salaire versé, à hauteur, comme je l'ai mis, de 70% du brut. Aujourd'hui, l'État prend en charge 85% des sommes versées par l'employeur. En gros, si vous continuez sur l'activité partielle, vous allez devoir donc verser 70% du salaire brut aux salariés
sauf, enfin 100% s'il est au SMIC et moins. Donc tout ça, voilà, ça c'est la base. Mais l'État, au lieu de vous rembourser ces 70%, il va vous rembourser un peu moins. Voilà, il ne va pas vous rembourser 100% de ces 70%, mais 85% de ces 70%. Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'État réduit la prise en charge de l'activité partielle. Voilà le premier point. Deuxième point, c'est que le dispositif d'activité partielle est maintenu tel qu'il a été créé en juillet, c'est-à-dire prise en charge de 100% des sommes versées par l'employeur pour certains secteurs. Là, ça reste quand même à éclaircir. Hein. C'est toujours pas très très clair quel secteur en particulier, mais ça va être globalement les secteurs en grosse difficulté. Je pense à la culture, l'événementiel, la restauration, le tourisme. Pour le tourisme, ça a été confirmé. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour toutes les entreprises, il est possible de maintenir l'activité partielle avec une moindre prise en charge de l'État. Pour les entreprises et les secteurs les plus en difficulté, quand je dis entreprises, c'est aussi les associations, il y a un maintien de la prise en charge à 100% de l'État. Donc là, pour l'instant, on va suivre la suite pour savoir exactement quel secteur est concerné par cette prise en charge encore à 100% de l'employeur. Donc voilà, je passe sur cette partie-là. Alors, je ne vais pas revenir non plus en détail là-dessus. Peut-être un point, donc je pense que vous avez tous demandé des reports d'impôts, cotisations sociales. Juste un petit point sur même les associations non fiscalisées, comme on dit, peuvent jouer aussi sur la question des cotisations, si elles sont employeuses, évidemment. Et des impôts, notamment, je pense à la taxe sur les salaires. Hein. Quand on dit impôt, ce n'est pas simplement l'impôt sur les sociétés, c'est aussi la taxe sur les salaires. Donc, il y a possibilité de demander des reports d'impôts, notamment sur la taxe des salaires, sur les salaires. Les reports, ils ont été prolongés pour juin, ça a été annoncé il y a quelques jours. Donc voilà, globalement, il n'y a pas trop d'enjeux là-dessus. Alors, il y a peut-être un petit enjeu, c'est que c'est encore, ça a été annoncé, donc, mais il n'y a rien de concret pour l'instant. C'est qu'il y aurait pour certains secteurs, je pense encore aux secteurs en grande difficulté, des suspensions ou en tout cas des annulations de charges. Quand je dis charges, en fait, c'est des cotisations sociales, attention, et des allègements de cotisations, des annulations de cotisations sociales sur les 3 mois du confinement pour les entreprises les plus en difficulté. Pour l'instant, on ne sait pas trop. On attend des éléments un peu plus précis. Ça a été une annonce faite il y a quelques semaines. En revanche, alors là, je parlais des cotisations. Sur les impôts, il est toujours possible de demander des remises d'impôts, des annulations d'impôts. Ça, il faut faire la demande auprès de vos impôts. Et tout ça, ça se fait dans le cadre d'un examen individualisé. Hein. Là, je vous avais parlé d'éléments très collectifs. Là, les réductions d'impôts, c'est sur des notions une approche plus individuelle. Au Zoom Culture, je pense qu'il y a quelques associations culturelles ici. Je pense que vous êtes au courant de ce qui se fait à peu près sur la culture. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à contacter Opal, le centre de ressources, qui fait vraiment un super boulot là-dessus. Karine ou Juliette vous donnera les coordonnées. En tout cas, ce qu'on constate en termes d'allègement sur le secteur de culture, culturel et à travers les différents centres sectoriels, il y a des reports ou des annulations d'opérations d'encaissement, recouvrement de taxes. Voilà, globalement. Sur les échéances de prêts et avances, voilà, si vous avez si vous êtes déjà endetté auprès d'une banque, etc., en général, ça se fait assez automatiquement ou sur demande, ça va dépendre des réseaux bancaires. Vous avez un moratoire sur les paiements de vos échéances.
Donc, il y a eu un report en général qui avait été annoncé de 6 mois. Il est question pour certains secteurs d'augmenter d'1 an de report de remboursement de prêt, pardon. Donc là, voilà, c'est un premier cas. Donc, dans tous les cas, il faut vous rapprocher de votre banque si vous avez un prêt. Vous pouvez solliciter, si la banque refuse d'avoir un moratoire sur les paiements sur plusieurs mois, vous pouvez solliciter le médiateur du crédit. Je vais y revenir tout à l'heure, donc je ne détaille pas. Fournisseur, j'en ai parlé. Autre charge fixe. Alors, peut-être 2 éléments que je vais dire en 2 minutes. Premier élément, globalement, alors je pense aux loyers. C'est très important les loyers dans les charges, notamment pour les petites structures. Globalement, quand vous avez un bailleur privé, un petit bailleur privé, c'est très compliqué d'avoir des suspensions, donc annulation de loyer ou report de loyer. Il n'y a pas vraiment d'éléments qui permettent de vous soutenir là-dessus au niveau législatif. Peut-être à part si vous êtes en grande difficulté et une toute petite structure, vous êtes protégé, entre guillemets, par une ordonnance, mais seulement si vous avez beaucoup de difficultés à payer vos loyers. Donc ça, ce n'est pas un levier intéressant. En tout cas, ce que je vous conseille dans ce cas-là, c'est d'aller voir directement votre bailleur, mais je pense que vous l'avez déjà fait, hein, mais bon, c'est important de le rappeler pour demander des reports ou des annulations de loyer compte tenu de votre situation. Ce qu'on constate par ailleurs, c'est en gros les autorités publiques. Je pense au plan tourisme de la Caisse des dépôts, je pense à beaucoup de collectivités territoriales. En général, elles prévoient une suspension des loyers ou à minima un report quand il y a une occupation de leurs locaux. Voilà, ça, si vous ne l'avez pas fait, c'est l'occasion d'aller solliciter vos bailleurs. Alors, le fonds de solidarité, je pense que vous en avez tous entendu parler. Il n'y a peut-être pas besoin que je revienne en détail là-dessus. Sachez juste qu'il y a 2 volets. Donc, c'est quoi en fait un fonds de solidarité? C'est quelque chose qui va compenser votre chiffre d'affaires. Donc, pour une association, un chiffre d'affaires, ce n'est pas des subventions, attention, ce n'est pas du don en mécénat, hein, c'est vraiment toutes les ventes de prestations et de biens que vous allez vendre. Ça, c'est du chiffre d'affaires. Ça, faut faire très attention à bien le prendre en compte quand vous allez faire votre demande. Bref, le fonds de solidarité, il va permettre de compenser la perte de chiffre d'affaires. Alors, il y a 2 volets. Il y a un volet 1 que vous avez demandé aux impôts directement, et ça, je pense que vous le connaissez. C'est une indemnisation qui peut aller jusqu'à 1 500 €. Hein, ce n'est pas un montant forfaitaire, ça va dépendre de la perte. Si vous constatez une perte sur 1 an de 800 € sur votre chiffre d'affaires, vous allez recevoir 800 €. Voilà, tout simplement. Si votre perte elle est de 3 000 €, vous allez recevoir 1 500 € puisque c'est un montant plafond. Vous avez à côté de ce volet 1 qui est assez connu, le volet 2. Alors cette fois, il doit être sollicité auprès des régions. Donc là-dessus, il faut aller sur le site des régions. En général, c'est des plateformes, des trucs à compléter. C'est pas très long. Je suis allé sur celui d'Occitanie. Oui, je m'amuse. Je vais sur le site de la région Occitanie pour voir un peu comment ça se passe au niveau du fonds de solidarité. Mais en général, c'est des plateformes numériques qui sont mises en place. Vous complétez cette plateforme et vous allez pouvoir peut-être prétendre à une indemnisation complémentaire comprise entre 2 000 et 5 000 € pour les entreprises les plus en difficulté. Juste un petit mot, il est encore temps de faire vos demandes pour le mois de mai, encore aujourd'hui. Hein. Il me semble que c'est jusqu'au 18 juin pour demander ce fonds de solidarité, les 2, hein, jusqu'au 18 juin pour le mois de mai. Alors, c'est pour qui? Bon, je pense que je ne vais pas revenir là-dessus. De toute façon, je vous enverrai le PPT. Je pense qu'il y a 2 éléments peut-être à bien souligner.
Premier élément, c'est qu'on a eu, et je pense que vous avez pu le constater sur le terrain en tant qu'association, il a été très difficile dans certains territoires pour des associations non soumises aux impôts commerciaux de prétendre à ce fonds de solidarité. En fait, souvent, les DGFiP qui répondaient à des associations qui avaient du chiffre d'affaires, mais qui n'étaient pas fiscalisées, c'était que en fait, ces associations-là ne pouvaient pas prétendre à ce fonds de solidarité. Il y a eu un décret il y a quelques mois, vous êtes peut-être quelques semaines, vous êtes peut-être au courant. Le décret dit explicitement que les associations fiscalisées ou employeuses peuvent prétendre à ce fonds de solidarité. Donc là, il faut y aller si vous faites des prestations, etc. Même si c'est une petite somme, même si ce n'est pas grand-chose, c'est toujours ça de prix. Deuxième élément, c'est que ce fonds de solidarité, la fin est prévue pour mai. Donc, comme je vous le disais, pour faire votre demande sur mai, vous pouvez le faire, il me semble, jusqu'à 18 juin, pardon. Donc, allez-y. Après, le fonds de solidarité va être maintenu pour les secteurs les plus touchés. Là encore, on attend des précisions, puisqu'il faut une loi de finances rectificative, je vais y arriver. Donc, on attend des précisions sur le sujet. Mais a priori, le fonds de solidarité va être maintenu pour les secteurs les plus en difficulté. Comme beaucoup d'autres dispositifs, activités partielles, les suspensions de charges, il faut peut-être avoir ça en tête. Nous, on va l'avoir, on va veiller là-dessus. Sur les aides, toujours. Donc là, on avait des aides. Le fonds de solidarité, c'est un fonds qui est non remboursable. Attention, j'ai déjà vu la confusion. En fait, que ce soit le volet 1 ou le volet 2, il n'y a pas de remboursement. C'est des primes, c'est des aides. Donc là-dessus, il n'y a pas de remboursement. Donc, je pense qu'il faut foncer quand même sur ce fonds de solidarité. Alors, il y a des aides un peu plus spécifiques à l'ESS. Peut-être que vous les connaissez. Je pense que le mieux, c'est peut-être d'aller voir sur la boîte à outils. Vous avez plus de détails. En tout cas, je les cite un peu pêle-mêle sur le maintien des subventions pour les postes FONGEP, les aides exceptionnelles de la CAF. Alors là, j'avais fait une visio avec un centre social qui n'était pas au courant en fait que la CAF faisait aussi des aides pour les centres sociaux. Au départ, il y a eu des aides pour les crèches. Ensuite, pour les micro-crèches et aujourd'hui, il y a des aides prévues pour tous les établissements financés par la CAF et qui sont concernés par les mesures de confinement. Donc, vous avez les relais assistants maternels, vous avez la médiation familiale, les centres sociaux, espaces de vie, etc. Donc, il faut aller voir, il faut solliciter votre CAF pour avoir un peu plus de renseignements. Pour le secteur culturel, je ne reviens pas pareil là-dessus. Je vous conseille plutôt de contacter le CRDR Culture Opal. Donc, il y a des aides par secteur, musique, spectacle vivant, avec le nouveau fonds d'urgence. Il y a des aides aussi des organismes mutuels, comme Audience, et des autres sociétés de collecte et de redistribution des droits d'auteur. Je ne reviens pas là-dessus. Vous avez le fonds d'urgence également. Alors, je sais que parmi vous, il y a quelques structures qui pourraient prétendre à ce fonds d'urgence. C'est une aide forfaitaire de 5 000 € prévue pour les associations, en tout cas les structures ESS employeuses, de 1 à 3 employés. On compte en ETP. Voilà, je pense que le mieux, c'est peut-être de demander au DLA plus de précision sur ce point. Il y a des aides qui vont éventuellement être débloquées pour les acteurs de l'inclusion, SIAE, entreprises adaptées notamment. Ça, c'est encore en discussion. Pareil pour le secteur sportif, c'est encore en discussion, mais il y a des aides qui vont être prévues. Sur les aides de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc je vous ai parlé du volet 2 du fonds de solidarité, je ne reviens pas là-dessus, puisque, comme je vous le disais, le volet 2, c'est à chercher auprès de votre région. Alors, il y a trois types de subventions. Il y a un fonds régional urgence, tourisme et hébergement pour les structures de moins de 10 salariés comptés en ETP.
Et là, en fait, cette aide-là, elle va vous servir à payer en fait vos échéances si vous avez un prêt. Vous avez un fonds régional d'urgence également culture et événementiel, pareil, pour moins de 10 salariés en ETP, qui va vous permettre de financer des remboursements d'emprunts comme le fonds précédent, mais aussi des dépenses d'investissement. Et puis enfin, vous avez, je pense aux associations, là, peut-être qu'il y en a beaucoup, enfin, parmi vous, des associations qui vont accueillir du public. La région a débloqué une subvention prévention Covid-19 pour les entreprises, y compris associations, de 1 à 49 salariés. C'est sur des investissements de protection, 5 000 € max. Je ne vous l'ai pas dit, mais l'assurance maladie au niveau national, mais aussi de ce type d'aide. Alors après, je ne sais pas en détail si ces deux aides sont cumulables ou pas. Peut-être qu'il faut que je me renseigne sur le coup. En tout cas, voilà, il y a quelques subventions qui vont permettre à certaines assos de protéger un peu les personnes qu'elles vont accueillir. Alors là, vous avez tout ce qui est remboursement non remboursable. Je vais essayer vraiment d'aller beaucoup plus vite. J'en suis désolé. Là, on parle des prêts, c'est-à-dire des sommes que vous allez devoir rembourser. Alors, je ne vais pas détailler du tout le prêt garanti par l'État. Vous avez plein de prêts qui ont été mis en place, notamment au niveau national, au niveau des régions. Vous avez un prêt BPI au niveau national également. Ce qu'on constate, en fait, c'est globalement, le gros constat de tous ces prêts, c'est que c'est assez peu adapté aux associations qui vont, aux associations jeunes, aux associations de manière globale, pour tout un tas de raisons, ce n'est pas tout à fait adapté. En fait, ces prêts-là vont être beaucoup plus adaptés à des associations qui font beaucoup de prestations, qui génèrent beaucoup de chiffre d'affaires. Attention, du coup, il n'y a pas de subvention dedans. Ces prêts-là peuvent être plus adaptés pour des associations qui vont faire beaucoup de chiffre d'affaires. Mais globalement, il y a quelques éléments qui posent problème pour l'accès à ces prêts PGE et les prêts BPI au niveau national. C'est globalement, on se base souvent sur des notations de la Banque de France. Or, beaucoup d'associations ne sont pas notées par la Banque de France. Je passe les détails. Il y a une question aussi de fonds propres. On sait que le secteur associatif n'a pas beaucoup de fonds propres. La BPI conditionne ses prêts à un niveau de fonds propres. Le prêt garanti par l'État également, qui va être pris en compte dans les notations. Enfin bref, quand vous n'avez pas, pour résumer en gros, quand vous n'avez pas beaucoup de chiffre d'affaires, quand vous n'avez pas beaucoup de fonds propres, quand vous êtes un peu juste historiquement au niveau trésorerie, c'est beaucoup plus difficile pour vous d'avoir accès à ces types de financement. Voilà, globalement, pour résumer, finalement, on a assez peu de prêts vraiment fléchés sur l'ESS au niveau national. France Active, avec la Banque des Territoires et les régions, alors travail, normalement, ça devrait être opérationnel dans pas très longtemps, j'espère, parce qu'il y a des négociations avec les régions, c'est pour ça que ça prend un peu de temps. En tout cas, je vais vous parler 2 minutes du prêt relève solidaire, qui est vraiment destiné pour le coup à toutes les structures ESS, y compris les associations. C'est un prêt sans intérêt jusqu'à 100 000 €, avec une durée qui peut aller jusqu'à donc du coup 1 an et demi. Donc, c'est des prêts vraiment, enfin, c'est plutôt moyen terme, plutôt court terme, en fait, hein, pour vous aider à remonter la pente. On parlait de trésorerie. L'idée, c'est vraiment de sortir de l'eau à court terme. L'idée, c'est d'avoir des remboursements très, très souples. Et surtout, le plus important dans ce prêt relève solidaire, c'est une recherche systématique d'un effet levier. Concrètement, en gros, nous, ce qu'on va chercher, enfin, en tout cas, je dis nous, France Active, quand on va financer une structure avec du prêt relève solidaire, on va mobiliser à côté de nous des banquiers,
des partenaires financiers, etc. C'est l'idée que France Active prenne le risque en premier pour que justement on puisse mobiliser d'autres partenaires autour de la structure. Donc ça, c'est vraiment après qui est fléché pour les structures ESS au niveau national. Vous avez d'autres financements. J'ai entendu qu'il y avait une coopérative, je ne sais pas si elle est membre du réseau CGScope. En tout cas, le réseau CGScope a par exemple mis en place pareil un prêt sur 1 an et demi à travers sa société Socoden. Donc si vous faites partie de ce réseau-là, n'hésitez pas à aller voir votre union régionale. Vous avez d'autres éléments, je ne reviens pas sur les financements participatifs. Je vais juste revenir sur un premier point. Vous avez tout un tas de prêts Banque des territoires qui se développent au niveau local. Alors souvent, ça prend le nom de renaissance, résilience, résistance. Enfin, c'est l'impression que Banque des territoires, c'est des poètes puisque tout rime. Mais en général, donc ça prend ces noms-là. C'est mis en place en partenariat, donc Banque des territoires et les régions. Et c'est des prêts qui sont fléchés aux TPE classiques, mais aussi aux associations. Ça va dépendre des régions. Donc voilà, il y en a. Là, c'est en cours de construction un peu partout, dans beaucoup de régions. Je ne vais pas vous en dire plus. Voilà, en tout cas, France Active est mobilisée aussi là-dessus sur certaines régions. France Active a distribué ses prêts ou expertisé, ça va dépendre des régions vraiment. Mais en tout cas, ayez en tête que ces prêts-là, qui en général sont assez longs, sont plutôt destinés aux petites structures. Donc, il n'y a plus cette histoire de on prend en compte la subvention ou pas. Voilà. Et puis, juste dernier élément sur cette partie-là, haut de financement, il ne faut pas oublier non plus que vous avez encore accès à des financements classiques du secteur bancaire. Je pense quand vous avez des subventions notifiées, vous pouvez par exemple ce qu'on appelle faire un délit auprès de la banque. C'est un financement court terme dont la garantie, en gros, c'est la subvention pour faire très, très rapide. Vous pouvez demander ça, vous pouvez demander des découvertes bancaires. Donc, sachez que ce n'est pas parce qu'on a mis en place plein d'autres mesures que vous ne pouvez pas solliciter les mesures très classiques auprès de votre banque. Du coup, je vous invite plutôt à aller voir votre banque pour négocier ça. Au niveau, pareil, de la Auvergne-Rhône-Alpes, alors, on a les prêts rebond BPI. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça s'appelle le prêt Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pareil, c'est les mêmes problématiques que celles évoquées un peu plus haut. C'est qu'en gros, c'est assez peu adapté aux petites structures associatives. Si vous êtes une plus grosse structure associative avec beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de fonds propres, vous pouvez y aller. C'est plutôt adapté. Mais si vous êtes plus petit, plus fragile, ça va être plus compliqué. Là, je termine ma partie qui a été un peu longue et j'en suis vraiment navré. Voilà, juste pour terminer, on a parlé beaucoup de trésorerie, de court terme, etc. Il y a un moment donné, au-delà de la trésorerie, en fait, il y a quelques éléments à voir et il faut penser à la relance. Je pense que vous l'avez tous fait, mais c'est aussi l'occasion de revoir un peu sa stratégie et comment on peut se repositionner sur certains bénéficiaires, comment on peut solliciter d'autres partenaires pour d'autres activités. Il y a aussi la question de parfois, effectivement, il y a des activités qui sont trop déficitaires, même si ou qui sont devenues non pertinentes. Donc, il faut peut-être aussi penser modèle économique au-delà de la seule question de la trésorerie. Au niveau des éléments financiers, en gros, au niveau du financement de la relance, la reprise, on a parlé vraiment court terme, etc. En fait, il va y avoir de nouveaux besoins qui vont apparaître. Donc, les prêts dont je vous ai parlé tout à l'heure ne sont pas forcément adaptés à ces nouveaux besoins. Alors, je pense à de nouveaux projets à reprendre. Donc, c'est des nouvelles dépenses à faire en amont. Il faut reconstituer ces stocks. Je pense à des recycleries, par exemple, qui ont dû écouler leurs stocks assez rapidement ou qui les ont perdus carrément. Là, il faut les reconstituer. Donc, il faut racheter ça. Il faut acheter des fournitures, faire de nouveaux investissements. Je pense à des nouveaux aménagements parfois pour des gens qui accueillent des structures qui accueillent du public, des mesures de protection, etc. Il faut aussi payer les reports de dettes. Tout ça, c'est de nouveaux besoins de financement qui vont apparaître. Et face à ça, en fait,
L'idée, c'est de pas simplement de se contenter des prêts qui ont été mis en place et dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais c'est aussi de demander des financements plus pérennes. Alors, au niveau associatif, c'est toujours un peu plus dur, mais on conseille parfois les contrats d'apport associatifs, prêts participatifs. Je ne vais pas vous détailler les éléments, mais ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que au-delà de la question du court terme, il faut aussi penser le financement de la reprise d'activité pour conclure cette partie. Et je suis vraiment désolé d'avoir pris autant de temps. J'ai tendance à être beaucoup trop bavard. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas forcément. Du coup, j'en profite parce que, au-delà des structures associatives aujourd'hui qui sont parmi nous au niveau du webinaire, Ouais. je tiens aussi à remercier la présence de chefs d'entreprise féminines qui font partie du réseau Léo, un réseau qui est animé par France Active Auvergne. Et donc, si elles ont aussi des questions, qu'elles n'hésitent pas à les poser, hein. On voit qu'il y a aussi des aides pour les TPE. Donc, voilà, n'hésitez pas. Voilà, ce moment est aussi ouvert pour vous. Et voilà, c'est avec grand plaisir qu'on écoutera voilà, vos questions ou vos besoins. Donc, n'hésitez pas. Et aussi pour rappeler aux structures cibles du DLA, donc associations, SCOP, SIC, de ne pas hésiter non plus à nous contacter pour travailler justement sur ce temps après cette période de crise, c'est-à-dire comment on va finir l'année, comment l'année prochaine va se dérouler. Est-ce que justement il ne faut pas revoir notre modèle économique? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on revoie des activités? Voilà, donc n'hésitez pas, c'est des thématiques sur lesquelles on peut intervenir individuellement ou collectivement si on repère des besoins collectifs. On reste à votre disposition et puis n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour nous indiquer vos besoins. On reste à votre disposition. N'hésitez pas à poser la parole ou même à poser vos questions sur le chat, hein. Du coup, il n'y a pas de problème. Même en cours de présentation, voilà. Et j'espère que je ne vous ai pas assommé avec tous les éléments. Non, absolument pas, Axel. Un grand merci à Axel, à vos collègues pour cette initiative très heureuse. Moi, ça me permet effectivement d'avoir davantage d'informations et de compléter mes connaissances, mes compétences. Donc déjà, merci pour cette initiative. Et j'avais une question concrète. Bon, ça a été très clair cet exposé. Merci Axel. Et on a des demandes en fait d'associations qui très souvent rencontrent de grosses difficultés parce que ce sont des associations peu structurées, donc très petits employeurs, un ou deux. Je vais prendre un exemple concret, le club de gym volontaire qui a une salariée. Alors, bon, les mesures d'ordre financier, de soutien financier sont claires. Très souvent, comme vous l'avez dit Axel, elles n'y ont pas accès, ces petites structures. Et alors, bien souvent, on intervient, la solution, c'est d'intervenir sur du structurel, c'est-à-dire travailler avec elles sur le modèle éco, sur des orientations stratégiques. C'est l'occasion de réviser justement son projet. On travaille beaucoup sur la structuration comptable, voilà, du renforcement de compétences, sur le pilotage, bien évidemment. Alors, au-delà de ces mesures structurelles, est-ce que vous voyez des solutions auxquelles on ne pense pas forcément, qui pourraient aider ces petites structures voilà, je vous avoue que je me retrouve quelquefois un peu sec en matière de réponse. Voilà, en dehors des mesures à moyen et long terme, est-ce que vous verriez des choses qui nous auraient échappé? Si c'est une association, il y a plusieurs éléments. Il y a cette question en principe du fonds de solidarité, mais évidemment, c'est très compliqué quand on n'a pas de chiffre d'affaires. Il y a la question des reports ou l'annulation des cotisations.
si on est employeur, bon, c'est toujours ça de prix. L'activité partielle, vous avez ça à court terme. Vous avez, et peut-être que pour les associations sportives, il se pourrait que l'activité partielle, telle qu'on le connaît aujourd'hui, puisse être prolongée. Donc, c'est bon, c'est à défaut de mieux, voilà. C'est vrai qu'il y a ça. Après, au-delà des mesures un peu sociales, fiscales, dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a plusieurs aides. Peut-être que Karine ou Juliette, vous pouvez revenir un peu sur le fonds de secours ESS. Mais par exemple, sur le secteur du sport, là, il y a vraiment des aides qui sont en cours de discussion, en cours de négociation encore actuellement avec le ministère du Sport pour aider les petites associations employeuses sportives. Donc là, à ce stade, je n'ai pas plus d'éléments. Et le constat, en fait, c'est ça. Alors, vous allez peut-être avoir les prêts Banque des territoires en région qui vont peut-être permettre d'aider ces petites structures. Mais c'est pareil, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de ces dispositifs, comme vous avez peut-être pu le voir, c'est beaucoup de reports de prêts, des reports de dettes, en fait. C'est de la dette, c'est de l'endettement, c'est des prêts. Pour les petites structures associatives, c'est très compliqué. Nous, la chose pour laquelle on essaye de se battre un peu, pareil, Mouvement Asso et beaucoup de gens dans le milieu associatif, c'est de dire, voilà, vous avez des petites structures. Déjà, on endette des TPE de taille un peu intermédiaire ou même des PME. Est-ce que c'est la meilleure solution? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est un peu problématique, c'est endetter des petites structures associatives. Je pense des petites structures mono-employeuses, je ne sais pas si ce mot existe, mais des trucs très petits où il n'y a pas de marge de manœuvre, ou en plus demander de l'endettement, en plus quand on ne pilote pas trop sa structure, etc., c'est hyper difficile. Et donc nous ce qu'on dit, c'est il faut travailler beaucoup plus sur de la subvention pour les petites structures. Donc peut-être que Juliette peut revenir, ou Karine, sur le fonds de solidarité ESS. Je ne sais pas si… Alors, il y a le dispositif donc, Secours ESS qui a démarré en mai avec une première vague de dossiers qu'on a pu faire remonter, sauf que le budget actuellement est très limité au niveau national. Donc, à titre d'exemple, pour le Cantal, je n'ai pas pu faire remonter plus que deux dossiers. Donc, ce n'est pas beaucoup quand on a plus de 700 associations employeuses, voilà, etc. Mais c'est vraiment sur une cible quand même de 1 à 3 ETP. Donc, c'est vraiment ciblé à ce niveau-là. Et après, par contre, donc il y aura une deuxième vague au mois de juin. Et après, on n'a pas encore de visibilité déjà pour le mois de juin par rapport au nombre de structures qu'on peut faire remonter. Mais c'est toujours aussi en complémentarité parce que cette aide de 5 000 € forfaitaire ne résout pas tous les problèmes. Bien au contraire, mais c'est déjà bien. Et tous les dossiers qu'on a fait remonter, en règle générale, à trouver des complémentarités ailleurs aussi avec d'autres fonds. Voilà. Et après, une chose auquel on peut aussi peut-être orienter les structures comme les toutes petites structures où il y a aussi un salarié, c'est aussi les collectivités. Certaines collectivités aussi sont en train de mettre en place des fonds d'aide, mais avec leurs propres critères et sous forme de subventions. Mais encore, on n'a pas… je sais que par exemple, sur notre territoire, c'est en cours de réflexion, aussi bien pour des commerçants artisans que pour aussi des associations. Mais on n'a pas encore les critères. Et bien évidemment, voilà, c'est pas… voilà, on saura au fur et à mesure du temps, mais ce n'est pas toujours évident de pouvoir accompagner ce type de structure quand tu n'as qu'un seul salarié, c'est pas évident. Ouais, puis d'autant plus, en fait, effectivement, merci Karine d'évoquer les aides des mairies, même des départements, etc. Mais c'est vrai qu'on perd beaucoup en lisibilité. Il n'y a pas de truc phare, en fait, au niveau national pour les petites assos, quoi. C'est compliqué, mais voilà, après, il faut orienter sur comme disait Karine, sur les collectivités. Pour l'instant, tout est en discussion pour le sport, pour l'inclusion, pour… Voilà, la deuxième vague du fonds de secours ESS,
tout est encore en discussion, en suspens. J'espère que ça va aboutir très rapidement avant que ces structures connaissent des difficultés, quoi. Merci beaucoup. Je me permets d'intervenir. Plusieurs personnes ont demandé un modèle de plan de trésorerie et, Ouais. dans le chat. Donc, je me suis permise de communiquer le modèle que tu as créé pour justement le dispositif de secours et puis pour ton intervention sur le plan de trésorerie. Et là, pour information, j'ai partagé aussi le PowerPoint plus précis sur le plan de trésorerie. Vous pouvez consulter si vous voulez avoir un peu plus d'informations parce qu'il va davantage dans le détail sur comment remplir le plan de trésorerie. Voilà, je le précise avant qu'on poursuive. Ouais. Juste là, du coup, c'est la première version que tu as envoyée? Oui, pour l'instant, c'est la version Ouais. avril. D'accord. Moi, je te conseille d'envoyer la deuxième version que j'avais faite une semaine après. Je suis désolé. D'accord. Là, il y a vraiment on a hyper simplifié le plan de trésorerie. On a mis une notice hyper détaillée de comment le remplir Eh et ben, tout. il faudrait bien qu'on va le transmettre par email alors à nouveau. Ouais. Toutes les associations intéressées, on vous renvoie ça. Ouais, faut pas hésiter, hein. C'est fait pour. Et puis, on est preneur aussi de vos retours, hein, s'il faut modifier des choses. Il y a une question aussi dans le chat, des nouvelles du FDI de crise. Et moi, je ne crois pas en avoir. De ce côté-là, pour l'instant, c'est toujours C'est en cours de négociation. Je peux pas trop vous en dire plus, mais ça va aboutir là prochainement. Voilà, c'est un peu le même niveau d'information que j'ai. L'ADEME aussi serait un peu mêlée aux ressourceries pour l'instant et verrait ce qui est possible de faire. Le FDI de crise est en cours de négociation, donc pour l'instant, on n'a pas plus de retours que ça. J'invite les structures de l'IAE à se rapprocher de Chantier École ou la Fédération des entreprises d'insertion, si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr, en direct, qui pourra vous informer tout de suite sur l'avancée. Mais pour l'instant, je sais que ce qui était privilégié par ces réseaux, les réseaux de l'insertion, c'était de ne pas forcément parier dessus. Ouais. Oui, il y aurait du coup peut-être 2 aides sur ce FDI, mais une aide un peu urgence et une aide un peu relance. Là, ouais, ça va, comme dit Juliette, ça va. J'espère que ça va se débloquer rapidement, très rapidement. Voilà. Juste, du coup, je peux continuer ou je suis désolé, je suis hyper à la bourre. Vous avez d'autres questions concernant les aides ou même le plan de trésorerie? Si jamais, n'hésitez pas dans le chat et puis par mail aussi à nous contacter. On pourra aller plus dans le détail. C'est vrai qu'Axel a fait une présentation très vaste. Là, on va aborder le dernier point, c'est comment se faire accompagner, quels sont les dispositifs. Et bien sûr, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a plus de questions. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc peut-être qu'on peut poursuivre. Ouais. Là, ça va être très rapide, donc ne partez pas, s'il vous plaît. Donc, on a vu la question plan de trésorerie. Je fais juste une toute petite conclusion. Plan de trésorerie, comment on fait, à quoi ça sert? On a vu toutes les mesures qui vont vous permettre de compléter ce plan de trésorerie et aussi de sortir la tête de l'eau à court terme. On pense aux mesures fiscales, sociales, on pense aux aides, on pense aux prêts. Tout en gardant en tête que toutes ces mesures un peu à court terme, il faut aller au-delà de la question de la trésorerie, il faut penser un peu plus moyen terme, notamment au moment de la reprise. Dans tout ce contexte-là, évidemment, vous pouvez vous faire accompagner. Alors, j'ai fait un petit topo vraiment très sommaire des ressources. Bon, je pense que vous avez déjà suffisamment d'informations, enfin énormément d'informations, même vous êtes très sollicité. Moi, je vous donne quelques éléments. Si vous voulez jeter un coup d'œil, si vous avez un besoin particulier sur un élément particulier, je vous invite du coup à aller voir les acteurs dont je vais parler. Ce n'est pas du tout exhaustif, donc voilà, je vous invite à aller voir la boîte à outils. Pour des questions un peu de droit du travail, je pense aux activités partielles, mais aussi aux mesures barrières, etc. Donc, il y a le ministère du Travail qui fait des foires aux questions, des fiches sectorielles aussi, c'est assez intéressant. Tout un tas de ressources pour les structures ESS. Vous avez un document qui compile un peu tout du Haut Commissariat à l'ESS,
tous les liens sont disponibles dans la boîte à outils, donc c'est pour ça que je vous cite ça un peu pêle-mêle. Vous avez aussi le mouvement associatif qui, au-delà de produire des ressources, notamment sur la circulaire subvention dont je vous ai parlé, pour le coup, fait un gros lobbying, fait un gros boulot sur le sujet pour les associations. Vous avez l'Avise RTES également. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de ressources sur la gouvernance, la gestion financière, générosité, je pense à la gestion financière, vous avez des trucs pas mal de Finacop, qui est un cabinet comptable en scope. Je crois que c'est un des seuls, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est le plus connu. Et donc, ils ont une boîte à outils super bien faite, où ils mettent à disposition plein d'outils, notamment sur la question de la gestion financière. Donc, c'est pas mal du tout. Pareil pour France Digital. Il y a quelques éléments intéressants sur la gestion financière. Sur la gouvernance, j'en ai moins parlé, mais vous avez l'IDAF. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un document intéressant sur la gouvernance, mais aussi le lien aux bénévoles. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir. Usage du numérique, bon, vous connaissez tous les points d'accès au numérique pour les assos, les points PANA, quoi. Solidatech. Voilà, c'est quelques ressources thématiques, qui vont peut-être, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, qui vont peut-être vous permettre d'y voir un peu plus clair sur certains éléments. Alors, par secteur, pareil, sur l'inclusion, Juliette parlait notamment de contacter les têtes de réseau, chantier école, etc. Vous avez aussi un centre de ressources DLA-IAE qui est porté par l'Avise. Il ne faut pas hésiter à le contacter non plus. Ils ont fait récemment une petite compile des mesures pour l'IAE. On sait que par exemple pour l'activité partielle, c'est un peu plus complexe étant donné qu'il y a des aides au poste. Donc du coup, il y a tout un décryptage de cet aspect-là. C'est intéressant. Pareil sur les acteurs de l'inclusion. Vous allez sur le site du ministère du Travail, il y a des FAQ, foire aux questions, donc des cellules de crise, etc. Il ne faut pas hésiter à aller sur le site du ministère du Travail aussi pour les acteurs de l'inclusion. Culture, pareil. Moi, je vous conseille d'aller voir Opal, de les contacter, CRD la culture. Ils font un super boulot pour le secteur culturel. Tourisme, voilà, c'est les têtes de réseau, vous les connaissez sûrement. Donc, je ne vais pas revenir plus longuement là-dessus. Et ça, c'est peut-être l'aspect le plus intéressant, non pas que le reste ne soit pas intéressant, mais ça, c'est intéressant aussi pour peut-être vous faire accompagner en plus des conseils et de l'accompagnement très bien fait des DLA. Vous avez d'autres acteurs. Juste ce qu'on constate sur l'accompagnement, en fait, notamment de l'ESS, globalement, c'est que vous avez beaucoup de dispositifs financiers, mais vous avez très peu de dispositifs financiers couplés à de l'accompagnement. Et ça pose beaucoup de problèmes, notamment quand on va sur de l'endettement, quand on va sur d'autres types d'aides. Dans un contexte actuel, sur des petites structures, ça pose énormément de problèmes. Et c'est ce qu'on constate. Il y a assez peu d'accompagnement. L'ESS a la chance d'avoir un dispositif comme le DLA qui, justement, permettent d'accompagner aussi les petites structures qui sont souvent un peu laissées dans la nature. Le DLA va permettre vraiment, comme l'a dit Karine, d'accompagner pendant cette période, mais aussi vous aider à penser un peu plus sur le moyen terme. Donc, voilà, je redis un truc évident, mais il ne faut pas hésiter à l'accompagner, à le solliciter. Et puis, vous avez d'autres acteurs. Moi, j'aimerais juste revenir sur les administrateurs. Est-ce que je reviens là-dessus? Non. Peut-être médiateur du crédit et des entreprises. Je vous ai parlé du médiateur des entreprises. Ça, c'est vraiment très intéressant. C'est des dispositifs qui sont pour tout le monde, mais c'est aussi destiné aux associations. Si vous avez un problème avec un client, des problèmes de paiement, etc., le médiateur des entreprises, lui, peut vous accompagner à négocier avec votre client pour accélérer les encaissements, par exemple, ou si vous avez des difficultés à payer vos clients, pareil, à vos fournisseurs,
c'est pareil, il peut vous aider, hein, ce médiateur des entreprises. Pareil sur le médiateur du crédit, c'est un service mis en place par la Banque de France. C'est destiné à tout le monde, y compris les associations. Lui, il va intervenir, pareil, en 48 heures, il vous appelle. Vous complétez un petit dossier très rapide. En 48 heures, il vous rappelle. En gros, vous pouvez l'activer. En gros, la banque vous refuse de reporter des échéances de prêt. La banque vous refuse des crédits. La banque vous refuse le PGE. La banque vous refuse d'autres types de crédits. Allez voir le médiateur du crédit. Ça marche vraiment super bien. J'ai des super retours de terrain. Voilà, médiateur du crédit, vous tapez ça pareil sur votre moteur de barre de recherche. Vous tombez là-dessus, c'est très simple, vraiment compléter le dossier, vous rappelle rapidement. Et puis, juste pour terminer, et là, voilà, je vais terminer sur ces aspects, sur un dernier truc. Vous avez aussi des dispositifs qui sont plus spécialisés, qui ont été mis en place il y a pas mal de temps, hein, au début en Hauts-de-France. Vous avez des dispositifs notamment qui s'appellent le DASES, qui mobilisent des chargés de mission et des prestataires, surtout sur des aspects, disons, des aspects d'urgence et de difficultés lourdes. En général, les DASES, vous en avez un en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils vont intervenir un peu plus sur les structures un peu plus grosses en général et les structures avec des difficultés structurelles. Structurelles, c'est quoi? En gros, vous avez une structure qui a beaucoup de difficultés depuis 2, 3 ans, qui perd de l'argent, etc., qui n'arrive pas à s'en sortir. Le DASES, c'est vraiment un dispositif d'urgence-urgence. Le DLA, en revanche, il va être toujours très pertinent sur des structures petites, même qui ont des difficultés actuellement, voilà. Mais s'il y a du structurel beaucoup plus lourd, en général, ce qui est conseillé, c'est un DASES. Après, ça va dépendre des régions, donc il faut peut-être voir avec Juliette et Karine qui connaissent très bien leur territoire, comment s'articule le rôle du DLA et du DASES. Mais en gros, c'est de l'accompagnement d'urgence, un peu sur le principe du DLA. Voilà, sauf qu'ils sont vraiment spécialisés sur les grosses difficultés. Voilà en général sur le DASES. Peut-être que Karine ou Juliette voulaient ajouter quelque chose là-dessus. En Auvergne, le DASES est porté effectivement par France Active Auvergne et s'adresse à des structures de toute taille à partir bien sûr d'un emploi salarié. Et effectivement, on accompagne grâce à ce dispositif les problématiques structurelles. N'hésitez pas à vous approcher du DLA pour avoir un peu plus d'infos. Et de toute façon, on travaille de manière concomitante et orientons les uns vers les autres une structure qui a besoin d'aide en l'adressant au dispositif le plus adéquat. Merci Juliette. Voilà, après, les DASES vont dépendre vraiment des régions. En Bretagne, sur les grosses structures. Donc là, apparemment, en Auvergne, c'est pour les plus petites aussi. Donc, le DLA est là vraiment pour vous orienter, vous accompagner aussi. Il ne faut pas hésiter. Juste une toute petite conclusion. J'ai été beaucoup trop long. Donc, juste 2-3 éléments. Voilà, ce qui est important avant toute chose, c'est de faire un état des lieux au moyen d'un plan de trésorerie. Un état des lieux, c'est vraiment la base, surtout quand on est en situation d'urgence. Faire un état des lieux, c'est vraiment très important. Savoir quand est-ce qu'on va être en difficulté, pourquoi on est en difficulté, etc. Ça, c'est très important de le faire. Vous pouvez le faire au moyen d'un plan de trésorerie. Voilà. Ensuite, vous pouvez solliciter les leviers qui sont à votre disposition. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il faut faire attention, et ça, je l'ai dit aussi, c'est que la plupart des mesures consistent à repousser des dettes ou à endetter. Il faudra donc payer toutes ces dettes à un moment donné. Donc, méfiance, méfiance, il ne faut pas s'endetter à tout va. Faut pas s'endetter à tout va, et puis penser à bien mettre tout ça dans votre plan de trésorerie pour voir venir.
Et surtout, ben, vraiment, c'est très important, faites-vous accompagner, que ce soit par le DLA, le DASES, allez voir, si vous avez un comptable, allez voir votre comptable. Enfin, c'est vraiment très, très important de vous faire accompagner, surtout quand on a, comme je l'ai évoqué, des mesures surtout basées sur de l'endettement, etc. Donc, voilà, attention. Et puis, un dernier élément, un peu de perspective. Voilà, on ne sait pas trop comment va se passer la reprise, dans quels états vont être les structures associatives. On sait que les petites structures associatives vont souffrir si rien n'est fait rapidement. Voilà, il y aura moins de capacité d'endettement si on veut relancer la machine. Il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'il y aura aussi de l'austérité au niveau des subventions, au niveau régional? Donc tout ça, c'est des vraies questions qui se posent et on n'a pas de réponse pour l'instant. Donc voilà. Merci beaucoup pour l'attention que vous avez portée à cette présentation et je m'excuse encore une fois pour le temps de présentation qui était beaucoup trop long. Non, c'est parfait. Merci Axel. Je prends vite la parole. Je ne voudrais pas que vous vous enfuyiez tous. Merci pour cette présentation. Effectivement, je reviens très rapidement sur ce qu'Axel a dit. N'hésitez pas à venir vers nous pour vos besoins d'accompagnement. En réalité, nous, on est en demande. On souhaiterait savoir quelles sont les thématiques les plus importantes à vos yeux pour l'instant et sur lesquelles vous auriez besoin qu'on intervienne ou qu'on propose, qu'on essaye de mobiliser des gens, des experts, des ressources autour de ces thématiques. C'est pour ça qu'on a mis en place ces webinaires. On a également, on parlait de la reprise. Vraiment, pour moi, il y a 2 points importants dans tout ce qu'on a dit. C'est préparer, anticiper. Pour anticiper, il faut faire un état des lieux, c'est ce qu'on vient de dire, le plan de trésorerie, mais également imaginer la reprise et toutes les conditions de reprise, notamment sanitaires. Si vous accueillez du public, ça va être compliqué, donc il va falloir envisager un peu tout ce qui est possible et effectivement envisager aussi le pire, c'est-à-dire si nous nous faisons reconfiner, comment procéder, comment communiquer avec vos adhérents, comment communiquer en interne. Donc la suite des webinaires vont prendre en charge ces questions-là, notamment, surtout sur le plan de reprise. Vraiment, je vous invite à y participer. Ça couvre tous les aspects, que ce soit juridique, psychologique, sécurité, etc. C'est un peu plus tard dans le mois, mais d'abord, est-ce que vous souhaiteriez prendre la parole pour simplement nous dire quels sont les points pour vous les plus importants sur lesquels il nécessiterait un accompagnement ou en tout cas un peu plus d'aide, un peu plus d'informations. Donc, je vous laisse ouvrir vos micros pour ceux qui souhaitent. Sinon, vous pouvez bien sûr écrire dans le chat. Nous, on est à votre disposition. Sans son également, si vous souhaitez répondre aux questions qui vont être levées. Nous avons également Laetitia du DLA de la Haute-Loire. Donc, si la Haute-Loire veut prendre contact avec Laetitia, elle est là. Karine est là aussi pour répondre au Cantal. Et Axel, sur tout ce qui est financement, n'hésitez pas, c'est le moment. On a normalement ménagé un peu de temps pour ça. Et vraiment, nous, on est demandeurs de vos problématiques, de vos besoins. Donc, je vous laisse la parole. Activez vos micros, vos caméras si vous le souhaitez. Et puis, n'hésitez pas à interagir. Oui, bonjour. Bonjour Ginette. C'est Ginette de l'association de la Forteresse. Alors, c'est peut-être une question qui ne porte pas directement sur le DLA, mais donc nous, on est rémunéré, c'est le groupement d'employeurs qui gère vos salaires. C'est un bénévole qui le fait et je pense qu'on a une problématique au niveau de l'établissement de la feuille de salaire en présence de chômage partiel. Qui serait à même de pouvoir me donner des renseignements par rapport à ça? Est-ce qu'on se retrouve avec une feuille de salaire où figure l'indemnité de chômage partiel, mais finalement qui est plus élevée? Alors, on avait décidé de compléter, mais qui est plus élevé que ce que le salarié aurait touché. Donc, je pense qu'il y a une anomalie. C'est pas moi qui les établis, les feuilles de paye. Je pense qu'il y a une anomalie dans les heures qui ont été saisies. Les heures chômées correspondent bien à la demande qui a été faite au niveau de la directe, mais les heures travaillées, à mon avis, ça colle pas. Et c'est pas moi qui ai fait les fiches de paye, mais là, je dois en référer aux salariés et je pense avoir vu pourquoi, mais qui est-ce qui sera à même
pouvoir m'éclaircir sur ce sujet. Alors, je ne vais pas répondre de manière hyper précise et je m'en excuse d'avance. Je sais que vous avez dû le solliciter peut-être, mais si vous avez un comptable, un expert comptable ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont fait vraiment un super boulot pendant cette période et qu'ils sont vraiment en pointe là-dessus. Alors, je ne sais pas déjà si vous avez un comptable, je ne sais pas quelles prestations il peut vous faire, mais en général, les comptables arrivent à donner des réponses très précises sur ce sujet-là. Nous, au niveau de l'association, la comptabilité est tenue par un comptable, mais en fait, c'est le groupement d'employeurs qui établit les bulletins de salaire. Le comptable n'établit pas nos bulletins de salaire. Et le groupement d'employeurs, ce sont des bénévoles, et c'est vrai que c'était compliqué, mais je pense que là, alors, vous avez peut-être que je joue avec le comptable qui pourrait Vous avez. le groupement vous êtes dans d'employeurs, quel secteur? C'est quoi le groupement? Tourisme, patrimoine. Ouais. Ok. Le groupement d'employeurs donne tous les éléments et fait faire la feuille de paye auprès du CEA. D'accord. Alors, est-ce que je vois directement avec le CEA? Est-ce que parce que normalement, on ne doit pas toucher plus que ce qui est. Bah non. Non. J'ai même vu plus ou moins qu'on touche moins qu'on les calcule. Alors, j'ai retrouvé un calcul. Après, bien sûr, je n'ai pas pu calculer toutes les charges sociales et tout. En plus, il y a des exonérations. Donc, par le fait, ce n'est pas possible qu'on touche plus. On doit même après faire une décision unilatérale de l'employeur, comme quoi il décide ça vient après ça. Alors, j'ai peut-être une autre solution. Alors là, déjà, il y a pas mal d'éléments. Effectivement, le PAVA. Alors, moi, je sais pas, je peux peut-être vous conseiller aussi quelque chose. Je ne sais pas ce que ça vaut, hein. Oui. Vous avez ce qu'on appelle un centre de ressources des groupements d'employeurs. Oui. Je ne sais pas s'ils ont été hyper en veille, s'ils ont été hyper actifs pendant cette période-là. Je vous le mets en lien dans le chat. Oui, ça je veux bien parce que on avait vu avec le CRIB, mais je n'ai pas rappelé la dame, une dame qui s'occupait, Madame Zletana, qui s'occupait, est-ce que c'est le même mais oui, eux, ils ont peut-être des comptables. Là, il le fait bénévolement et je pense que c'est compliqué à établir et c'est pas possible. Et mes salariés ne veulent pas, ils ont 400 ou 500 euros en plus. Ils me disent c'est pas possible, on n'a pas travaillé en partie et on se retrouve avec plus d'argent. Donc, c'est ça, des salariés trop honnêtes. oui, mais bon, en plus, bon, ils ont travaillé un petit peu, mais non, voilà, il y a quelque chose qui va voir. Ginette Sanson a répondu dans le chat concernant votre question. Si vous voulez, de toute façon, on pourra reprendre contact dans un second temps si vraiment la problématique se poursuit et puis on pourra aller voir dans le détail. Est-ce que ça vous conviendrait? Oui, oui. Ben oui, j'ai bien vu la réponse. Là, ça dépend du groupement de l'employeur direct, mais il m'a répondu que devant cette anomalie, voilà, c'était comme ça, que c'est parce que les charges sociales étaient plus basses et que ça générait un surplus. En quoi je ne suis pas du tout d'accord, ça ne peut pas générer un surplus. Je pense qu'il y a une erreur dans l'établissement de la feuille de paye. Au niveau des heures travaillées saisies, je pense que ça peut être... Mais je veux bien qu'on revoie après parce qu'il faut que j'arrive à lui faire comprendre qu'il y a une erreur sans le choquer parce que c'est... mais je pense qu'il y a une erreur. Mes salariés... Alors, pardonnez-moi d'intervenir, excusez-moi, je le fais sans invitation, je suis désolé. J'en ai une petite quand même de la part de Juliette tout à l'heure, je t'en remercie. Ginette, oui, en fait, vous adhérez à ce groupement d'employeurs, vous êtes donc co-employeuse et le groupement d'employeurs et l'employeur. Il y a une répartition réglementaire relativement claire des responsabilités lorsqu'on adhère à un groupement d'employeurs. En effet, dans ce cas, le groupement d'employeurs est responsable de l'administration des ressources humaines.
donc toute la partie liée à l'application réglementaire, on va dire, hein, c'est-à-dire notamment la gestion des payes en ce qui vous concerne. Donc, les erreurs, s'il y en a, relèvent de la responsabilité directe du groupement d'employeurs. Donc, s'il y a ensuite un conflit d'interprétation de la loi entre vous et eux, le droit, on va dire que la responsabilité de l'établissement, je me répète, des fiches de paye en bonne et due forme, leur appartient, c'est clair. Et alors, il y a une solution si vous êtes en conflit, c'est d'envoyer un courrier recommandé qui les invitera peut-être, en tout cas, à revenir sur l'établissement des fiches de paye et s'assurer qu'il n'y a pas eu d'erreur de leur part. Je ne suis pas vraiment en conflit, mais je pense que c'est compliqué pour lui, ces feuilles de paye. Le problème, c'est que moi, si vous voulez, je suis présidente de l'association de la Forteresse et le groupement d'employeurs, tous les mois, me demande une participation au niveau des salaires. Lui paye des charges. Mais là, comme pour l'instant, du coup, ils vont débourser plus du fait que les payes sont plus importantes. Il m'a dit, oui, mais pour l'instant, le groupement va débourser plus, mais je vais te demander le surplus. Et là, je dis, je ne suis pas d'accord, parce que là, pour moi, il ne doit pas y avoir de surplus. Il va me redemander, c'est là en quoi, effectivement, ça relève de son… Mais ça joue quand même sur d'autres choses. C'est que, du coup, cette indemnisation, je ne l'avais pas pris tout de suite, n'est pas imposable entre les mains des salariés. Moi, j'ai des salariés qui se retrouvent avec cette erreur, je pense, qui donnent leur bulletin à la CAF et du coup, d'avoir perçu plus sur des heures qu'ils n'ont pas faites. Avec cette erreur, ça génère un bulletin plus important. Ils m'ont dit, mais nous, à la CAF, ça va poser problème parce qu'on sait pas ce qu'on veut reverser cet argent. C'est ça l'engrenage de tout ça, en fait, qui fait que… Donc, bon, je pense il a pris, parce que ça colle bien, j'ai repris les demandes d'indemnisation qu'il a fait en chômage partiel, ça colle bien à ce qu'il a donné, et il a dû faire, en heures travaillées, il a dû prendre la différence entre le salaire brut et l'indemnisation. Or, l'indemnisation, elle correspond à 70%, donc je pense que l'erreur, elle est là. Je vais essayer de le contacter à ce moment-là directement, mais c'est vrai que c'est compliqué. J'entends bien que c'est la responsabilité. Revenir vers nous avec ça, une fois que vous l'aurez contacté, on pourra en rediscuter. De toute façon, vous m'avez écrit par mail, donc on pourra essayer de voir ça ensemble si ça vous va. Une fois que vous aurez essayé de contacter les ressources. Oui, je vais le contacter. Là, faut que Très bien. Bon, merci. S'il y a une erreur, je vais essayer de lui faire. C'est pas possible, de toute façon. Touche plus, c'est pas possible. Mathématiquement, c'est pas possible. Est-ce que des personnes parmi vous auraient d'autres problématiques à faire remonter? Profitez-en parce qu'on a Axel qui peut vraiment vous aiguiller sur les outils financiers, même si ça reste généraliste, mais des choses comme ça, ou même nous sommes là. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres choses qui vous tracassent là dans l'immédiat que vous souhaiteriez remonter? Et sinon, par chat ou par mail? J'insiste, mais on cherche vraiment à trouver un axe pour vous aider et pour anticiper la reprise. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver pour l'instant quelque chose qui serait assez général pour tout le monde et en même temps précis pour vous aider. Donc, s'il y a d'autres personnes qui ont des choses même un peu précises, n'hésitez pas, il nous reste 6 minutes avant 12 heures. Bon, personne. Laetitia, est-ce que tu as quelque chose à ajouter éventuellement?